Il était une fois des villes où seule la lune éclairait la nuit. Puis l'homme a créé les torches, les lampadaires à l'huile et les lampes à gaz. Mais à eux tous, la lumière était faible. Les villes demeuraient plongées dans la noirceur. Vers la fin du 19e siècle, un homme à l'air déterminé et portant des équipements mystérieux arrive au Champ de Mars. Il va marquer l'histoire de la ville. Ça se passe vers 1878. Monsieur Craig, qui est un francophone, malgré son nom, va à Paris et dans une exposition voit une démonstration des premières lampes électriques, des lampes à arc qui viennent d'être mises au point. Ça le fascine. Il se met à fabriquer sa propre lampe électrique et fait une démonstration publique au Champ de Mars. Les Montréalais sont friands de nouveautés. Alors, quand on leur annonce un spectacle gratuit en plein air, ils y vont massivement. Déjà, le Champ de Mars, c'était le lieu où les Montréalais venaient voir parader les militaires. Et ça se faisait en plein jour. Avec la lampe à arc, on est capable de faire ça le soir. Et les gens la voient clairement parce que la lampe est très puissante et permet de voir dans le noir. La Sainte-Catherine, une paisible artère résidentielle traversant Montréal vers l'est, deviendra le lieu du renouveau, d'agitation sociale, de surprises historiques. La rue Sainte-Catherine, c'est la rue où se sont concentrées les innovations de la société de consommation. Sainte-Catherine, c'est l'américaine par excellence. C'est sur Sainte-Catherine que les gens vont découvrir cette culture populaire américaine. C'est une liberté américaine qui a souvent été condamnée par les élites canadiennes françaises. Les Canadiens français se sont appropriés le burlesque, les variétés, l'humour, et ils l'ont francisé. Donc, Sainte-Catherine, on peut dire que c'est à l'origine de la métropole culturelle, comme on l'a définie aujourd'hui. C'est là notre ancêtre culturel à Montréal, si on peut le dire comme ça. Au 19e siècle, le carrefour commercial de la métropole se trouve là où la ville a été fondée, dans le vieux Montréal. Au moment où le marché public s'installe sur la place Jacques-Cartier, on marchande déjà aux alentours beaucoup plus que de la nourriture. Des marchandises en provenance du Royaume-Uni arrivent aux entrepôts de la rue de la Commune et sont vendues tout près, rue Saint-Paul. Ceux qui sont à l'affût des dernières modes de Londres ou de Glasgow font leurs achats au magasin Morgan. Le magasin est en constante expansion. Afin d'agrandir ses espaces, il déménage 2 fois, toujours dans le vieux Montréal. En 1875, le magasin est extrêmement prospère. Voilà le fruit des efforts de Henry Morgan. Arrivé d'Écosse à l'âge de 25 ans, il travaille avec l'acharnement typique de ces nouveaux arrivants. He writes home saying, I starting at work at 7 in the morning, and after the employees leave at 9, I keep working on until 11 or midnight
And then he heads home and he comes back at 7 o'clock the next morning to start the whole thing again. Henry sélectionne la marchandise. Son frère James quitte à son tour l'Écosse pour venir administrer l'entreprise. Le succès leur permet de prendre une décision courageuse. Ils feront construire un édifice hors du Vieux-Montréal, pouvant accueillir 400 employés. We found some lovely things upstairs in the attic. Liz Morgan s'occupe encore de la maison d'été construite jadis par son grand-père, là où elle a passé une bonne partie de son enfance. And they might be about your grandfather, about my grandfather, the Morgans. Morgan store and everything? Yeah, some hats, some clothes, all sorts of things. The funny thing is, up in the attic at the end, there are all sorts of things that have just been sort of deposited and left. And as a child, I would go up in a rainy day and just sort of start opening boxes and whatever. We've just sort of haven't really done anything with it. It's still dusty and it's in the same location, in the same boxes, in the same places it has been for over 100 years. There are generations worth of hats and dresses and whatnot. Lanvins and Gucci's and Cocos and whatever. Okay, what else you got there? I got from the, just glorious things. So I thought it amusing to take some of these things out and see who they belong to. This is one I've covered. Oh, look at this. Henry instaure le modèle qu'il avait découvert à New York et à Paris. Un magasin organisé en plusieurs départements où la marchandise n'est plus cachée dans des tiroirs. Elle fait partie du nouveau spectacle de la mode. On a peine à imaginer qu'un peu avant la construction de l'édifice du magasin, il n'y avait au Square Phillips que quelques résidences de la bourgeoisie écossaise. La décision d'abandonner le Vieux-Montréal est perçue comme une folie. Henry tente ainsi de rallier d'autres marchands à son projet, notamment le joaillier Henry Burks. Ce dernier accepte, mais les nouveaux clients tardent à venir. He was very disappointed and regretted ever relying on their advice. Henry and James said, "We're sorry you feel that way, but we will be willing to buy your store from you for whatever price you shall name." And Henry Burks said, "Oh, on those grounds, the store is not for sale," and left. And Burks is still there to this day. Un an après l'ouverture du nouveau Morgan, on électrifie les tramways, autrefois tirés par les chevaux. L'arrêt installé devant le magasin déverse maintenant un flot de nouveaux clients. D'autres magasins ouvrent leurs portes. Ogilvy, Eaton, Simpson se font tous concurrence. Ils confirment la règle. La mode à Montréal, c'est sur la Sainte-Catherine. Henry Morgan n'aura pas d'enfant. Durant 4 générations, pendant plus d'1 siècle, les descendants de son frère James se succèdent à la tête du magasin. La 5e génération sera témoin de la fin. En 1960, le magasin sera vendu à la Compagnie de la baie d'Hudson. En 1972, le nom Morgan est finalement abandonné. There was a lot of discussion because in the family that was the end of an era. I mean, it was the end of 150 years of association, that family brand, and notoriety in the community. Try that. Oh, well, you know, yeah. Au cours du 20e siècle, la Sainte-Catherine est sectionnée par une frontière invisible et pourtant bien réelle, le boulevard Saint-Laurent. Un peu plus à l'est, là où se trouve aujourd'hui le magasin Archambault, les Canadiens français bâtissent leur propre centre-ville. Magasiner prend une toute autre signification lorsque le produit est fabriqué au Québec
et vendu chez Dupuis Frères. Oui, on allait chez Eaton, chez Morgan, chez Simpson pour du beau, du luxe, peut-être plus luxueux. Mais pour la plupart des familles moyennes, la classe moyenne, on aimait venir chez Dupuis parce que c'était notre magasin, le magasin du peuple. À l'origine du futur grand magasin des Canadiens français se trouve une mère de famille, Euphrasie Richard Dupuis. Veuve depuis peu, elle décide de quitter son village avec ses 9 enfants pour tenter fortune à Montréal. Avec Nazaire, l'aîné de ses garçons, elle ouvre un premier magasin minuscule qui déménagera bientôt dans des lieux plus imposants. Il occupera finalement le pâté de maison au grand complet. Puis, en 1936, on bâtit une fosse de Venture afin d'unifier son architecture. Un 4e étage est ajouté pour créer un aspect aussi imposant que celui de Eaton, Simpson et Morgan. Si la concurrence est féroce à Montréal, Dupuis Frères réussit à faire sa place dans les villages et la campagne. À l'époque, les catalogues de Eaton, Simpson étaient en anglais. Donc, avec un catalogue français, on arrivait à rentrer encore mieux dans les campagnes. Dupuis Frères possède son propre comptoir postal à Montréal et une vaste équipe de livreurs prêts à parcourir la province. On se gênait pas pour montrer aux gens à l'époque que Dupuis pouvait poster toute la marchandise. Elle était reçue aujourd'hui et expédiée dans la même journée. Ces colis-là pouvaient être envoyés par avion, par train, par camion, par bateau et en traîneau à chien, s'il fallait. Donc, c'était pour montrer que Dupuis Frères pouvait utiliser tous les moyens de transport de l'époque. Les employés de Dupuis Frères partagent la fierté canadienne-française de leur patron. Dans un pays comme le nôtre, submergé par l'immigration, encerclé par la finance américaine, anglaise ou juive, nous n'avons pas le droit d'être quelconque. Nous avons l'impérieux devoir de nous montrer supérieurs en distinction, en savoir et en valeur. C'est sûr qu'on appelait beaucoup au nationalisme, mais aussi on jouait la corde du catholicisme dans le fond parce qu'on avait un bon département d'articles religieux. Dupuis habillait des évêques, des cardinaux. Il habillait le simple prêtre et ça amenait beaucoup d'argent. Donc, le clergé qui allait chez Dupuis avait droit à leur propre salle à manger, faite par un chef, et on mangeait très bien, apparemment. En 1952, ces travailleuses de Dupuis Frères semblent réunies pour une activité sociale. Pourtant, regardez ce qu'elles tiennent dans leurs mains. Elles récoltent des fonds pour une grève qui secouera la province. Elles réclament une augmentation de 25% pour gagner l'équivalent du salaire des vendeuses anglophones. Dans la rue, le ton monte. La grève s'intensifie, les esprits s'enflamment. Des grévistes poursuivis par la police à cheval s'introduisent dans le magasin. Ils s'approchent de la fontaine offerte jadis par les employés en reconnaissance au patron. Il y aurait eu un gréviste qui est arrivé, qui carrément avec sa masse serait venu à toute vitesse passer, donner un coup ici exactement sur la fontaine pour la faire casser. Ce qui était vraiment un symbole de la rupture, de la bonne entente entre la famille Dupuis et le magasin. Raymond Dupuis sait que cette augmentation est impossible, puisque le chiffre d'affaires des magasins anglophones est bien plus élevé. Il sera le dernier Dupuis à la tête de l'entreprise. Moins d'une décennie après la grève, il la vend. Les nouveaux propriétaires ne pourront enrayer le déclin. Quand le magasin a fermé, ça a été annoncé dans tous les journaux de Montréal. Ça a été un choc pour les employés comme pour les clients autour. Je sais que plusieurs gens ont pleuré, en tout cas, quand il a été fermé le magasin. Puis même après, à la vente de liquidation, les gens venaient en pleurant apparemment. J'ai vu des photos, puis les gens étaient émus, ils voulaient avoir des morceaux du magasin. C'était vraiment la fin d'une époque. Ce qu'il en reste est une enseigne et le souvenir d'un grand magasin. Il y avait une fierté à appartenir au magasin.
Il y avait un esprit de famille qu'on n'en retrouve plus aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Pour beaucoup de gens, c'était la famille. Au 20e siècle, les grandes villes du monde s'illuminent et s'élèvent vers le ciel. En l'espace de quelques décennies, leur visage se remodèle plus rapidement qu'au long des siècles précédents. La raison, le feu sacré de l'énergie. En 1914, une chroniqueuse s'émerveille devant la ville illuminée. Il faut voir la rue Sainte-Catherine devenir braséante sous la pression du bouton électrique. La clarté crue de millions d'ampoules électriques multicolores qui s'égrènent comme un rosaire autour de la ceinture de notre métropole. La lumière électrique et la voiture galvanisent la Sainte-Catherine, qui devient la rue du divertissement. L'argent des touristes américains transforme le visage de la ville. Nos voisins du Sud la surnomment « The Paris of North America ». Montréal connaîtra ses heures de scandale, une époque aujourd'hui revisitée par les historiens. Le Centre d'histoire de Montréal, on s'intéresse, je dirais, plus à l'identité. Aujourd'hui, quand on regarde les dépliants touristiques, et on va beaucoup vanter la joie de vivre de Montréal, Fun City, on se dit, allons voir ce qui se cache derrière ça. Et est-ce que Montréal méritait cette réputation-là? Donc, au fond, on questionnait le mythe de Montréal comme Fun City. Montréal était une ville ouvrière, une ville très religieuse, mais une ville de liberté. Cette réputation naît dans les années 20, durant la Prohibition. Les Américains désireux de prendre un petit coup découvrent que l'alcool n'est pas interdit au Canada. À Montréal, on peut trinquer au Rockhead Paradise. Un porteur de valises du Canadien Pacifique, Rufus Rockhead, devient le premier noir à ouvrir son cabaret. Montréal a une activité de spectacle complètement florissante dans l'après-guerre, des dizaines de cabarets, de lieux de spectacle, souvent avec des noms exotiques comme le Montmartre, le Samovar. Les vedettes du show business nord-américaine passent toutes par Montréal dans leur tournée. Et en même temps, la guerre a amené beaucoup d'artistes français et européens à Montréal. Donc Montréal se retrouve au centre de courants artistiques internationaux. Charles Aznavour arrive à Montréal à 24 ans. C'est ici qu'il commence à composer et interpréter ses chansons. Dans un centre-ville exalté, les artistes se taillent une place bien à eux, comme le grand pianiste jazz Oscar Peterson, Olivier Guimond-Fils, le plus célèbre humoriste de sa génération, Alice Robbie, la Canadienne française qui se dandine au rythme des danses latino-américaines. Mais l'artiste qui enivre les nuits de Montréal ne chante pas sur scène, ni ne parle. Elle se déshabille. Lili Saint-Cyr est une Américaine, mais elle prend un nom français parce que le français, pour les anglo-saxons, a un petit côté exotique, érotique même. Et Lili Saint-Cyr, qui aimait beaucoup Montréal, disait « Montréal, à chaque soir, c'est comme le jour de l'an, la veille du jour de l'an à New York. » Donc c'est la grande fête, c'est le bal, la foire un peu à chaque soir. Aux États-Unis, on entend parler de Montréal comme étant une ville ouverte, fébrile, où tout est permis. Montréal est un port. Alors, comme toute ville portuaire, et ça a commencé du port, ça a monté jusqu'à Vigée. La rue Vigée a été longtemps un centre de prostitution au 19e siècle. Et dans le quartier ici, on disait dans le milieu des années 20 qu'il y aurait eu au moins 100 maisons.
Et tout le quartier ici, qu'on va connaître comme le Red Light, c'est le 20e siècle. En très grande majorité, ce sont des Canadiennes françaises du Québec. Ces filles-là viennent très souvent de la campagne. Si elles sont jeunes, jolies, pensez qu'on peut gagner 4 $ 10 fois par jour. Une fortune, on ne ferait pas ça en un mois peut-être. Il faut éviter tout romantisme et toute nostalgie. Elles étaient soumises à une très forte discipline de la part de la tenancière. Et surtout, elles n'avaient jamais le choix du client. En général, on finit dans la misère, on finit malade. Elles ne peuvent pas s'en sortir. Pour ces filles, les maladies vénériennes représentent la plus grande menace. Il n'y a pas encore de traitement efficace pour la syphilis. C'est la raison pour laquelle, durant la guerre, l'armée canadienne dresse cette liste détaillée des maisons de prostitution et exige leur fermeture. C'est seulement après la guerre que quelques bordels rouvrent leurs portes et qu'on invite les touristes à les revisiter. Mais l'opinion publique a changé. Et à ce moment-là, la prostituée n'est plus considérée comme une femme de mauvaise vie, comme une fille perdue, mais plutôt comme une esclave. D'où l'image qu'on voit où Montréal est représenté comme une pauvre fille ligotée, kidnappée par le crime organisé. Sur la Sainte-Catherine, c'est business as usual. Tous les intéressés savent où aller pour parier aux cartes ou jouer aux dés. Par cette porte, expliquera plus tard la police, les clients montent au 3e étage pour visiter le club social Alexandre ou bien le studio de danse Beauchamp. Mais à quoi servent tous ces téléphones sur le comptoir? Sur les tableaux, on inscrit le nom des chevaux sur lesquels les clients vont miser. Règle générale, les policiers cadenassent la mauvaise porte sans inquiéter le véritable responsable. Harry Davis, propriétaire de maison de jeu, gère aussi tout le système du jeu illégal. Quand Harry refuse d'accorder à Louis Berkowitz le droit d'ouvrir sa propre maison, ce dernier vient lui rendre visite. Le ton monte. Harry Davis est assassiné dans une de ses maisons de jeu en plein centre-ville. La ville est sous le choc. Sombre-t-elle sous le règne de la pègre? La ville rompt avec la tradition. Cette fois, le chef de l'escouade de la moralité n'est pas un policier. Pax Plante est un avocat canadien-français qui affirme être capable de faire l'impossible. Chasser la pègre de Montréal. Pax Plante fait arrêter l'un des plus riches propriétaires de maisons de jeu. Harry Shipp est accusé d'amasser des recettes annuelles équivalentes aujourd'hui à 10 millions de dollars. Il écope de 6 mois de détention à la prison de Bordeaux. Et donc, Pax arrive et se présente un peu comme le paladin, le défenseur, le chevalier de la vertu, le chevalier de la droiture, qui va nettoyer la ville parce que les autorités ne le font pas. Pax, en observant ce qui se passait à la cour municipale et ensuite ce qui se passait à la police, a compris les rouages de la tolérance. Comment la police ne faisait pas son travail pour réprimer les maisons de jeu et de prostitution. Et ce que Pax Plante va faire, c'est raffiner la procédure policière pour que maintenant une descente soit bien faite et qu'elle mette effectivement fin à l'activité illégale. Pax Plante fait trop bien son travail. Le chef de la police le met à la porte. Albert Langlois l'accuse de faire la publicité non autorisée de ses descentes et même d'insubordination. Congédié, Pax réplique par un exposé choc d'une 60aine d'articles publiés dans Le Devoir et plus tard dans un livre. Il révèle la complicité du système avec la pègre. Les Montréalais poussent la Cour supérieure à ordonner une enquête judiciaire qui fascinera la ville. L'enquête Caron.
Pax Plante s'allie à un autre justicier, un jeune avocat nommé Jean Drapeau. Toute l'enquête sur la tolérance policière et politique du jeu et de la prostitution, elle va être menée par Pax Plante et par Jean Drapeau comme procureur adjoint à l'enquête. Les gros bonnets du crime organisé, les chefs de police ou les politiciens qui viennent témoigner, c'est Drapeau et Plante qui vont les cuisiner et qui vont les discréditer. Et c'est ce qui va préparer l'élection en 1954 de Jean Drapeau à la mairie de Montréal. Jean Drapeau qui n'avait pas 40 ans à cette époque-là, mais qui représentait un vent de changement. C'était le visage du nettoyage qui devait être fait de Montréal. Dans l'après-guerre, l'automobile n'est plus le jouet de quelques hommes fortunés. Elle incarne la mobilité, la nouvelle liberté de la classe moyenne. À partir du moment où les gens se déplacent très librement dans l'espace en automobile, il faudrait que l'espace soit aménagé en fonction de l'automobile. Le prix à payer est maintenant d'affronter l'heure de pointe. Inspiré par les grands travaux routiers de New York, Jean Drapeau entreprend son règne en ordonnant la construction d'autoroutes qui encercleront le centre-ville. Il faut absolument avoir un plan d'ensemble qui pourvoit de grandes artères qui vont recevoir le flot des véhicules et supprimer la congestion au lieu de la déplacer. Dans les années 1950, il y a un idéal de progrès qui est partagé par à peu près tous les gens dans la société. On est pour le progrès. S'il y a des choses qui doivent être détruites, s'il y a des choses qui doivent être réaménagées, il faut le faire. À la limite, c'est le prix à payer et de toute façon, c'est un prix qui n'est pas très élevé. La ceinture routière envisagée par Jean Drapeau prévoit la construction de l'autoroute Ville-Marie. Le meilleur emplacement repéré était la bordure d'un secteur industriel sans importance, le Vieux-Port de Montréal. Aujourd'hui, on aurait au-dessus de nos têtes une autoroute, comme quand on se balade en bordure de l'autoroute métropolitaine. Et évidemment, avec un arrière-plan qui aurait été complètement délabré parce que c'est des bâtiments qui auraient été détruits pour permettre la construction de cette autoroute-là. On serait privé, en fait, de ce qui est le site d'origine de Montréal et on se serait privé de la possibilité qu'on a aujourd'hui d'avoir accès aux vestiges de la Fondation de Montréal qui ont été intégrés dans le musée de la Pointe-à-Calière. Mais deux urbanistes de la ville de Montréal tiendront tête au rouleau compresseur du progrès. Blanche Lemko Van Ginkel, anglaise d'origine, et son mari hollandais Daniel Van Ginkel partagent une sensibilité née des cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient une sensibilité particulière au patrimoine et considéraient qu'on ne pouvait pas négliger le Vieux-Montréal à ce point-là, que même si la population n'avait pas d'intérêt pour le Vieux-Montréal à l'époque, fin des années 1950, c'était pas une raison pour sacrifier le Vieux-Montréal. Et donc, ils vont dire, ça ne se peut pas, on ne peut pas faire ça. Le Vieux-Port est sauvé, mais la suprématie de l'automobile n'est jamais remise en question. Construite un peu plus au nord, l'autoroute Ville-Marie traverse la ville et menace alors la rue Notre-Dame dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Dans les années 70, les démolitions commencent. Des centaines de bâtisses sont détruites. La plupart étaient situées dans cet espace vert le long de la rue Notre-Dame. Mais les travaux sont interrompus par une révolte populaire. Le progrès, ça suffit. Donc, on a démoli pour rien. Et dans le cas de la rue Sainte-Catherine, elle a perdu une bonne proportion de gens qui la faisaient vivre au quotidien. Et ça explique en bonne partie pourquoi la rue Sainte-Catherine a décliné de manière aussi considérable dans l'Est. On est devenu en quelque sorte esclave de l'automobile. On n'a presque plus le choix d'être dépendant de l'automobile. Au début du 20e siècle, un nouveau centre-ville prend vie sur la Sainte-Catherine. Après les grands magasins, ce sont les immeubles de bureaux qui apparaissent peu à peu. Le plus remarquable est celui de l'assureur Sun Life, qui était à son époque le plus grand édifice de tout l'Empire britannique. La rue Sainte-Catherine devient le symbole de ce nouveau centre-ville, le lieu
où le pouvoir va s'installer éventuellement, où les enjeux sociaux vont se définir. Au début des années 60, un nouvel édifice construit près de la Sainte-Catherine deviendra le nouvel étendard de la modernité montréalaise. Place Ville-Marie. Auparavant, un immense vide occupait ce lieu, le trou du train. La tranchée creusée près de l'actuel boulevard René-Lévesque reste ouverte durant près de 50 ans. Finalement, au début des années 50, le président de la Canadienne nationale, Donald Gordon, entreprend de construire près de la gare un chic hôtel, le Queen Elizabeth. Il rêve aussi d'ériger de l'autre côté de la rue cette tour à 4 ailes qu'on nommera Place Ville-Marie. Pour trouver la technologie et les fonds nécessaires, Gordon se rend à New York. C'est là qu'il rencontre un promoteur immobilier incarnant l'audace et le dynamisme américain. Le premier coup d'éclat de William Zeckendorf a été la réalisation du siège social des Nations Unies à New York. Mais pour lui, Place Ville-Marie, c'est une de ses plus grandes réussites, peut-être la plus grande. Il était très fier de cette réussite. L'architecte en chef sera Eo Ming Pei. Il deviendra célèbre pour sa conception de la pyramide du Louvre à Paris. En 1956, les architectes new-yorkais de Pei s'envolent pour Montréal, peaufinant les derniers dessins qu'ils expliquent au promoteur Zeckendorf. Mais on fera aussi beaucoup de place aux ingénieurs du Québec. Nous étions peut-être une trentaine d'ingénieurs montréalais à travailler sur ce projet. Oh, bien sûr que ça fait peur. On aborde ça qu'avec beaucoup de prudence et de timidité. Durant l'été 1961, 2500 ouvriers sont à l'œuvre. C'est un spectacle. Les gens commencent à comprendre l'échelle de cette réalisation, mais là où ça commence véritablement à marquer, c'est lorsqu'on voit grimper les étages aux 2 semaines. Il y avait une compréhension de Zeckendorf et de son équipe d'architectes. Il fallait trouver un caractère architectural, une marque qui le distinguerait de l'ensemble. Cette place piétonnière, c'est un geste urbain très important. L'échelle du lobby, il y a de l'espace, on respire, c'est éclairé, il y a une certaine générosité dans le geste. C'est le produit d'une évolution de l'histoire de Montréal qui marquera à tout jamais la configuration urbaine de la ville. Quand Place Ville-Marie est inaugurée, Montréal n'est plus le centre du Canada. C'est Toronto qui est devenu la principale métropole. Et pourtant, cet espace de 3 400 000 pieds carrés représente à ce moment le plus important complexe d'affaires du monde. Bonjour, Monsieur Nicolet. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Oui, oui. Alors, on a cette splendide vue de la ville. Soudainement, d'autres gratte-ciels sont érigés autour de Place Ville-Marie. Les banquiers, les comptables, les avocats quittent le vieux Montréal. L'ancien cœur de la ville perd son titre de centre financier. Tout d'un coup, je me suis trouvé plongé dans ce qui était le plus important projet immobilier au Canada à l'époque. C'était absolument captivant. Je dois dire que j'ai vécu 3-4 années d'une intensité incroyable. J'y suis toujours resté attaché. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis d'éclairer ce que j'ai fait par la suite. Place Ville-Marie a été adoptée par les Montréalais. Elle est instantanément devenue symbole de Montréal.
Le centre-ville est le théâtre de grands mouvements sociaux qui feront lever les têtes, scander les premiers slogans et réclamer du changement. Près d'un demi-siècle avant le printemps érable, des étudiants francophones réunis devant l'Université McGill exigent le droit d'étudier en français. McGill accommodera les étudiants francophones en permettant qu'ils remettent leurs travaux et passent leurs examens en français. Mais hier comme aujourd'hui, les autorités insistent sur l'ordre au centre-ville. Like all my fellow citizens, I recognize the freedom and the right of everyone to express his opinion publicly. However, Jean Drapeau adopte un règlement qui interdit les manifestations. Ce maire qui s'applique si bien à moderniser l'architecture de la ville est aussi celui qui entrave l'évolution de ses mœurs. Il favorise la répression contre les étudiants, la gauche, les gays et même contre l'art moderne. En réaction à la loi anti-manifestation, des femmes s'enchaînent les unes aux autres. Le tourbillon de ces mouvements inspire un grand poète. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie. Mais ce n'est plus simplement les droits de l'homme. Il s'agit aussi des droits de la femme et de personnes à la sexualité cachée et réprimée qui soudainement se révèlent au grand jour. Ça fait 45 ans que l'homosexualité est légale au Canada. Souvent, les jeunes sont à l'aise. Ils ne se rendent pas compte qu'il y avait une grosse lutte qui s'est faite avant. Tout près de la Sainte-Catherine, dans un petit espace bien aménagé, on préserve la mémoire d'une lutte sociale ayant modifié le visage et l'ambiance de la Grande Rue. Personne de payer aux archives gays. On est tous bénévoles. C'est important d'avoir notre histoire à portée de la main. Ah ben, merci. Parmi les milliers de documents conservés aux archives gays du Québec, se trouvent des images saisies dans les années 50 et 60. Le créateur de ces images est Alan B. Stone. Il habite seul avec sa mère à Notre-Dame-de-Grâce. Solitaire, il n'avouera jamais son homosexualité. Mais c'est par ces clichés d'hommes forts et beaux qu'il découvre une véritable mine d'or. Il a commencé à envoyer ses photos dans les petites revues culturistes qui existaient dans les années 50 et 60. Et ça servait comme une espèce de catalogue. Les gens voyaient des photos et il y avait une annonce pour dire « Envoyez 5 $ et on vous fait parvenir une set de 8 par 10 ». Mais en plus de la beauté des photos d'Alan Stone, il a participé à l'émergence d'un marché qui exprimait l'identité gay à l'époque. Alan B. Stone ne signera aucune de ses photos. Il vivait sa sexualité à travers la lentille. À partir de 1962, les descentes de l'escouade de la moralité font des ravages au centre-ville de Montréal. À l'époque, le fait d'être gay est associé à un désordre psychologique. À 15 ans, mes parents m'ont envoyé chez un psychiatre. Puis à la fin de 9 mois, je lui ai dit que j'étais fini, mais il dit « Mais non, on vient de commencer, faut vous guérir. » Me guérir de quoi? Ça ne me rentrait pas dans la tête que je devais changer quelque chose de moi-même, qui était moi. Près de la Sainte-Catherine, rue Peel, là où se situe aujourd'hui un restaurant mexicain, se trouvait l'oasis d'une vie secrète, le Tropical Room. Ceci est le premier bar gay où je suis allé. Puis notre plaisir, c'était d'aller de l'autre côté de la rue, et là on regardait les gens du côté-ci de la rue. Il y avait des gars qui passaient lentement devant la porte en arrière, et qui revenaient devant la porte en arrière, et qui repassaient devant... Et là, ils rentraient dans la porte vite, pour pas qu'on les voit entrer dans un endroit qui était homosexuel. Avec raison, je pense. C'était quand même l'ère où c'était très mal vu d'être gay.
Montréal oscille entre la permission et la répression. Dans les années 60, de grands spectacles permettent d'assister à l'émergence d'hommes personnifiant des femmes. Puis, en 1967, le ministre de la Justice, Pierre Elliott Trudeau, réussit à faire décriminaliser l'homosexualité. Et pourtant, toujours au centre-ville, un bar nommé Trucks sera pris en otage lors d'une descente qui révoltera la communauté gay. La police est arrivée avec les mitraillettes, tout le monde vers les murs. Même aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je suis allé à l'Association des droits des gays et lesbiennes du Québec et on a dit on se rencontre à 10h ce soir au coin de Stanley et Sainte-Catherine. C'était incroyable. Incroyable. À 10h un samedi soir, on a bloqué tout le centre-ville. On a vu que non, on n'est pas seulement qu'un petit nombre seul. On n'a pas une grosse bataille à faire seul. On était une communauté. Évitant la confrontation, John Banks encourage plutôt l'affirmation au sein de sa nouvelle communauté. Quand j'ai fait les premières fêtes gays ici, en 79, ça ne m'est même pas entré dans la tête de faire autre chose qu'une parade. On n'était pas contre quelque chose, on n'était pas pour quelque chose d'autre que simplement d'être. Finalement, c'était une fête de rue. Et si une rue était dédiée à la communauté gay de Montréal pour qu'elle puisse s'exprimer en toute liberté? La Sainte-Catherine traversait le faubourg Amlas, ce quartier ouvrier où on reniflait de fortes odeurs de sucre émanant des bateaux qu'on déchargeait sur les quais. Lors de la démolition du faubourg Amlas, 700 logements sont rasés, 5000 Montréalais délogés. Seront construits l'autoroute Ville-Marie et l'édifice de Radio-Canada. Mais la Sainte-Catherine demeure intacte. Ici naît le village gay de Montréal, car les loyers sont plus bas qu'au centre-ville. Alors, tout à coup, on avait 1 kilomètre qui était gay. Tout à coup, on n'était pas des gens dans l'ombre. On est des gens qui vivent comme tout le monde. Et la ville de Montréal s'est rendue compte que le village apportait beaucoup d'argent à Montréal. Quand je vois, surtout la parade, il y a des larmes qui coulent, c'est certain, parce que je me dis, my God, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais jamais été capable de penser qu'un jour, on pourrait se marier, adopter des enfants, être librement soi-même. Wow, on a avancé, hein? On a avancé. Je suis fier d'être gay. Dans la rue la plus achalandée de la ville, tout est en évidence. La beauté des corps, le plaisir et l'argent. Au milieu du 20e siècle, une autre différence saute aux yeux. Le commerce et le divertissement se déroulent presque exclusivement en anglais. Je peux pas dire qu'on était des martyrs, dans le sens qu'on voulait parler français absolument dans un magasin. C'était pas tragique. Mais notre culture française, on voulait l'imposer, c'est certain. Janine Suto, grande interprète du théâtre québécois, débute sa carrière à la radio il y a plus de 80 ans. Puis, elle fait des rencontres marquantes. Jean Gascon avait exactement mon âge, Jean-Louis Roux, un petit peu plus jeune. J'ai passé 1 an en France, 46-47. C'est là que je les ai retrouvés, et puis c'est comme ça que le Nouveau Monde a été créé. Et c'est un des secrétaires journalistes, Éloi de Grandmont, qui a trouvé le nom du théâtre. C'est beau d'ailleurs, Théâtre du Nouveau Monde. C'est sur la Sainte-Catherine, en plein cœur du quartier des spectacles, que le TNM trouvera son havre. Mais avant de s'installer dans sa maison définitive, le TNM était une troupe ambulante. Sa première mise en scène fut présentée il y a plus de 60 ans dans un des plus vieux espaces culturels de la ville, le sous-sol de l'église du Jésus. Et donc, le Nouveau Monde a monté Molière, L'Avare,
Et la première scène, c'est moi qui jouais avec Jean-Louis Roux. Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraîné par une trop douce puissance. Je n'ai même pas la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Tu sais, des fois, on me dit, qu'est-ce que c'était la vision du nouveau monde? La vision, c'était de vivre, c'était de survivre. Pour survivre, ils le savent. Il leur faut un espace permanent et bien à eux. Le nouveau monde s'est mis à chercher où jouer. Et puis, il y avait un théâtre qui s'appelait le Gaîté, qui est à l'endroit où maintenant est le Nouveau Monde. Et alors ça, c'était du burlesque américain, beaucoup de femmes qui se déshabillaient, très bien d'ailleurs. Lili Saint-Cyr, c'était quelque chose. Alors que les spectacles osés du Gaîté font sourciller les gens de l'époque, plus à l'est, le producteur Jean Grimaldi connaît le succès avec ses revues burlesques. Mon père adorait les artistes, il aimait les créateurs, il aimait les nouveaux talents. On l'appelait le papa des artistes, il prêtait de l'argent, il payait le mariage d'un tel, il sortait l'autre de prison. Il engageait les mêmes artistes 12 mois par année, l'orchestre, les musiciens, les danseurs, les danseuses. On changeait de spectacle tous les lundis. Nouveau spectacle, nouvelle comédie, nouveau sketch, tout changeait le lundi, chaque lundi. J'ai fait du théâtre avec mon père, j'étais comédienne. Je suivais en tournée de 18 mois jusqu'à 27 ans, j'ai fait de la tournée. J'étais une enfant de la balle qui aimait être une enfant de la balle. En 1953, Jean Grimaldi saisit une chance merveilleuse. Le Gaîté est en vente. Il achète ce qui sera son plus grand théâtre, puisqu'il contient 1300 chaises, et le baptisera en faisant allusion au Radio City Music Hall de New York. Mon père tenait à la francisation du nom, Radio Cité, parce qu'il voulait imposer le fait francophone à l'ouest de la rue Saint-Laurent. Ça a été le Radio Cité qui a été le top, le plus fort et la gageure la plus extraordinaire, la plus belle réussite et la plus belle preuve de réussite aussi. C'est la télévision, avec ses cachets faramineux et son vaste public, qui mettra fin au succès du Radio Cité. Puis, en 1956, le théâtre se refait une nouvelle façade, telle une nouvelle peau. Gratien Gélina y fonde la Comédie canadienne. Célèbre dramaturge, acteur et metteur en scène, Gélina explore l'identité canadienne-française et connaît un grand succès. Donc c'est Gratien qui a hérité heureusement du Gaîté. Mais naturellement qu'on pensait à nous. Hein? Alors quand on a su qu'on pouvait, à ce moment-là, continuer dans ce théâtre sur Sainte-Catherine, ça a été le vrai départ du Nouveau Monde. Parce que c'était un vrai théâtre. Un vrai théâtre, c'est-à-dire en rond, où tu vas porter ton texte à la dernière rangée. Nous, on voulait imposer la culture française. C'était notre cœur, c'était nous, ça. Alors c'est entendu que c'était archi important d'avoir un théâtre. Ah là là, regarde-moi le décor. Il n'y a plus les balcons, hein, comme avant. Il n'y a plus les dorures, les petits anges. Mais oui, mais il y a autre chose, cher. C'est quelque chose de rentrer là-dedans. Vraiment. Magnifique. Je suis contente. Je suis très, 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 très contente. On va aller par devant. Il n'y a rien que financier. Au point de vue financier, il y a eu des années terribles. Puis après... Mais il a survécu. Parce qu'il est prospère, le Nouveau Monde. C'est prospère maintenant. Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraîné par une trop douce puissance. « Je n'ai même pas la force de souhaiter que les choses ne fussent pas.
Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Aujourd'hui, dans le quartier des spectacles, on ressent encore ce lien de continuité entre l'ancienne ville du péché et cette nouvelle Montréal, toujours en quête de liberté, d'émerveillement et de plaisir.